Matryoshka. Sur cette notion de futur, Étienne Klein, je vous donne la parole avant de la donner à Malek pour ne pas refaire la même chose que tout à l'heure. Sur cette notion de futur, quand on s'est vu au moment du premier confinement, juste après, vous disiez, en gros, on visait avant l'an 2000, pendant nos jeunesses. Depuis l'an 2000, on n'arrivait plus à trouver de cap. S'il y a eu un effet positif à cette pandémie, c'est qu'à un moment, on a recommencé à formuler le monde d'après, alors qu'on n'avait plus cette idée d'un monde d'après. Aujourd'hui, on est encore de nouveau bousculé, mais ce rapport au futur, vous, aujourd'hui, vous le voyez comment ? Alors, en effet, disons dans les 3 dernières décades du XXe siècle, ou décennies plutôt, l'an 2000 servait d'horizon projectif. En fait, c'est un peu comme quand on escalade une montagne. Quand on est dans la phase d'ascension, on est complètement tendu vers l'objectif, qui est le sommet. On atteint le sommet, on a une joie de quelques secondes, et après, il faut redescendre. Et la redescente fait mal aux genoux, elle est toujours vécue comme assez douloureuse, d'autant plus qu'elle nous éloigne de l'objectif qu'on s'était fixé. Et je pense que le passage de l'an 2000 a enclenché une pente descendante au cours de laquelle on a eu du mal à se donner un autre horizon projectif. On ne parle pas de 2100, de 3000, c'est trop loin. Et donc, on vit dans une sorte de présentisme. Et avant le Covid, il est vrai qu'on donnait beaucoup la parole aux collapsologues, aux gens qui prédisaient, sinon la fin du monde, du moins la fin d'un mode de vie avec des effondrements des richesses, du mode de vie, etc. Et pendant le premier confinement, si vous vous souvenez, alors qu'on était dans la catastrophe, on était dans l'urgence, beaucoup de personnes, des think tanks, se sont mis à réfléchir à ce qu'on appelait le monde de demain. Comme s'il fallait être pris par l'urgence pour se donner le temps de réfléchir au futur, qui auparavant était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation. On était pris dans une sorte de présentisme effréné. Et la pensée du futur s'est développée de façon très intense pendant cette phase. Et puis ensuite, il y a eu une sorte d'enlisement. Et aujourd'hui, le monde de demain est à nouveau laissé en déshérence. Et je pense que pour les générations, c'est en effet anxiogène. Et la responsabilité d'une génération comme la mienne, plus ancienne, c'est d'essayer de faire comme vous le dites, c'est-à-dire de non pas faire de la prédiction, mais donner aux jeunes générations une perspective qui leur permette de formuler des projets pour eux-mêmes et pour la société qui aient du sens pour eux. Mais je crois que le mouvement est en cours. Enfin, moi, mes étudiants, d'après ce qu'ils me disent en tout cas, ils cherchent à trouver un travail qui ait du sens pour eux. Alors évidemment, c'est une notion très subjective, mais c'était une préoccupation nouvelle qui existait de façon beaucoup moins intense dans les générations d'avant. Malek Boukherchi, de quelle façon on arrive à se projeter, à votre sens, dans le futur ? Qu'est-ce qui peut aider à le faire ? Je crois beaucoup aux rêves, et je crois beaucoup aux espérances, et je crois beaucoup à l'imaginaire. Mais en tant que conteur, parce que je suis aussi conteur, alors c'est intéressant, nous les conteurs, on n'est pas dans la projection du futur. Nous, on essaye modestement peut-être de porter un regard neuf sur un monde vieux. Et ça, c'est différent. Porter un regard neuf sur un monde vieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, lorsqu'on est capable de conter, raconter, je crois que le récit c'est ça, l'imaginaire c'est ça, et tout le monde est capable de conter, raconter, c'est célébrer dans l'homme, c'est célébrer dans la femme, c'est célébrer dans l'enfant sa part éternelle, et reconnaître à travers le mystère qu'il habite, l'authentique dimension de sa vocation, celle de faire face à l'adversité ou à toutes les adversités. Parce que si l'adversité est grande, on a toujours su trouver des solutions, l'humanité, pour faire face à l'adversité. Et c'est dans les épreuves qu'on fait ses preuves. Et ce qui est intéressant dans les histoires, dans les contes, dans les récits, dans les méta-récits, on se souvient, on est souvent amnésique, on veut toujours se projeter vers le lointain, et on a tendance à oublier ce qui s'est passé jadis. Et nous, dans la tradition berbère, on dit souvent, on a un adage qui dit « pire que l'avenir incertain, l'absence de passé ». Des racines et des ailes. Eh bien, il y a de ça. Effectivement, on dit, c'est vrai, c'est un adage berbère où on dit, nous, chez nous, en Kabylie, nous ne pouvons transmettre que 2 choses à nos enfants, des racines et des ailes. Des racines parce que nous sommes des êtres de mémoire, ancrés dans un rhizome, ancrés dans une trajectoire, ancrés dans une histoire. Il s'agit d'en être fier, quelle que soit l'histoire. La plupart de la jeunesse défavorisée, je le vois dans les quartiers plus ou moins compliqués, ils n'ont plus cette connexion à l'histoire avec leurs parents, parce que ça ne parle pas, parce que ça n'échange pas,
parce que ça ne partage pas. Parce qu'il y a aussi cette loi du silence. Moi, j'ai grandi avec une génération de parents qui étaient des taiseux, où la parole ne circulait pas également. Nous, en tant qu'enfants, on n'avait pas le droit d'interviewer, de questionner nos parents pour dire « Pourquoi tu es venu ici ? Qu'est-ce qui t'a fait venir en France ? Qu'est-ce qui a poussé ces logiques d'immigration ?» Après, on les connaît, d'autres raisons, mais on aurait voulu entendre. Moi, j'aurais voulu entendre d'histoires de la part de papa, de la part de maman, mais peu importe. Après, il y a cette fierté, on va aller chercher, on va aller investiguer. Et l'être de mémoire n'est rien sans l'être de promesse. On est tous des êtres de promesse. Et en ces temps de questionnement et de cacophonie identitaire, je crois qu'il est bon d'avoir en mémoire. Je vais vous raconter juste une petite histoire très rapide de la sagesse maori qui s'appelle l'arbre et la pirogue. Et pour moi, tout est dit. Et lorsqu'on est capable de se souvenir, on est capable de voyager. Et voyager, c'est raconter. Raconter, c'est savoir. Savoir, c'est transmettre. Parce que nous sommes des êtres de transmission, tout simplement. Et je crois que la perspective, c'est cette capacité à transmettre, à embarquer, à fédérer. Et sur ce dialogue permanent entre hier, aujourd'hui et demain, entre hier et demain, entre l'être de mémoire et l'être de promesse, les Maoris nous disent ceci. Nous sommes toujours partagés par le désir d'aventure, de quête. Et donc, on est toujours attiré par la pirogue. Parce que la pirogue, c'est quoi, nous disent les Maoris? C'est l'aventure, c'est l'ailleurs, c'est l'inconnu, c'est le risque. Et constamment, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs, parce qu'on pense qu'ailleurs, l'herbe est beaucoup plus verte, classique. Mais on a tendance à oublier qu'on est aussi des êtres reliés à un arbre. L'arbre, c'est l'enracinement, c'est le rhizome, c'est la sécurité, c'est le connu par rapport à l'inconnu, c'est forcément la tradition par rapport à la modernité. Et donc, on est constamment balancé, nous disent-ils, entre l'arbre et la pirogue. À un moment donné, c'est la pirogue qui nous attire, à un moment donné, c'est l'arbre, jusqu'au jour où on comprend que c'est avec l'arbre que l'on fabrique la pirogue, et pas l'inverse. Petit temps de silence. Et je passe la balle à Fabrice Bonifay. Par rapport à tous ces explorateurs de l'imaginaire qu'on entend ici, et par rapport au travail que vous devez mener sur le terrain pour aider à transformer les modèles, la façon de penser, la façon de construire, de produire, par rapport à l'évolution des usages, par rapport à tout ça, quand vous entendez, ça produit quoi chez vous comme réaction? Vous vous dites que c'est un beau moment narratif, ou alors ça résonne sur du faire, AIRE? Enfin, dans les entreprises, c'est le royaume du pragmatisme. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc on est très loin de ces pensées philosophiques. Qui peuvent être pragmatiques, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais pourtant, Dieu sait si on en a besoin, parce qu'on a besoin de créer ce futur désirable. Et donc il faut raconter des histoires qui donnent envie. Si simplement l'écologie est perçue comme punitive, comme beaucoup s'attardent à le dire, ça ne va pas donner envie. Donc on a besoin d'ailleurs, pour la transformation, d'utiliser des artistes et des gens talentueux comme il y a ici autour de cette table pour raconter des belles histoires. On en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'il y ait de plus en plus de scénaristes qui s'appuient sur des dystopies positives ou des comédies. Hein. Tout le monde a vu Don't Look Up. Ça aide beaucoup à prendre conscience de faire ce genre de choses. Mais d'une façon plus pragmatique, hélas, on sait que le futur ne sera pas une continuité linéaire du passé. Hein. Ça, maintenant, on le sait, parce qu'on sait que le business, c'est des matières premières et l'énergie, je l'ai dit. Et il y en aura moins. Donc, finalement, ce qui va faire qu'on va se transformer, ce sont des crises successives. Hélas. Hélas, parce qu'on n'a pas cette capacité de projection. On n'a pas cette capacité de changer avant le drame. Donc, on anticipe très peu, en fait. Parce que le bug humain l'explique, mais il y a d'autres auteurs qui sont revenus sur ce sujet. Mais cette capacité de projection, d'adaptation pour le futur, on ne sait pas le faire. On s'adapte quand il y a un problème. Et les entreprises innovent, en fait, quand il y a une contrainte. Alors la contrainte, elle peut arriver de partout. Hein. Ça peut être une contrainte réglementaire, une nouvelle régulation. Ah, bingo, il faut s'adapter. Ça peut être le concurrent qui a sorti un truc mieux que ce qu'on est en train de faire. Ah, il faut s'adapter. Il n'y a pas d'innovation sans contrainte. Et donc, les contraintes à venir, elles vont être physiques. Physiques. Il va y avoir moins d'énergie, moins de matières premières disponibles. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ceux qui vont être malheureux, c'est ceux qui vont pouvoir faire des comparaisons. C'est ceux qui vont se souvenir
du monde d'avant par rapport au monde d'après. Mais ça ne dure pas très longtemps, ça dure une génération. Ce qu'on appelle le shifting baseline. C'est quoi le shifting baseline? C'est-à-dire qu'en fait, nos grands-parents pêchaient des gros poissons. Ils étaient contents de pêcher des gros poissons. Nos parents ont pêché des plus petits poissons parce qu'il n'y avait plus de gros poissons. C'est une métaphore, bien sûr. Et puis les enfants pêchent des plus petits poissons parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des gros poissons dans le temps. Et on finit par s'adapter, en fait, on finit par oublier. Et peut-être, hélas, et je vais vous dire un truc affreux, que nos enfants, nos petits-enfants, ça sera normal, dans 60 ans, de passer juillet, août sous terre, parce qu'au-dessus, ce sera invivable. Et ce sera normal. Et on va s'habituer à cette anormalité, mais de l'anormalité de ce moment-là. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir éviter quand même. Parce que, hélas, on partage avec le rat et le cafard une capacité d'adaptation extraordinaire, de résilience. Mais ça finit quand même par jouer quand même gravement sur notre cerveau, cet inconfort. Donc si on veut rendre le futur désirable, eh bien cette déconsommation qui va s'imposer à nous, eh bien, il faut se dire finalement, et ça a été dit je pense plusieurs fois dans cette table ronde, ce qui rend heureux les gens, c'est des choses pas commerciales, comme disait Alain Souchon. Hein, c'est les câlins, c'est de manger bien, c'est les amis, c'est de socialiser avec les gens, c'est ça qui rend heureux. Et donc, comme on va devoir déconsommer, pour passer de 11 tonnes à 2 tonnes, il va falloir transférer l'ultramatériel consumériste en immatériel social. Et donc, c'est ça qui pourra peut-être nous faire accepter le fait qu'il va falloir vivre d'une façon plus sobre. C'est la seule solution. Et on a besoin des artistes pour nous raconter des belles histoires comme ça et nous donner l'envie d'aller vers la sobriété heureuse, comme disait Pierre Rabhi. Matrioshka.